Oui, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce qu'il a déjà été décidé qui seraient les invités spéciaux pour le G20? Car il y a toujours 4 ou 5 invités spéciaux. Non, c'est pas encore décidé parce que normalement, c'est le chef de l'Union africaine. Cette personne sera élue en janvier. Et donc, nous attendons janvier avant de lancer une invitation à 5 pays. Nous avons bien entendu des invités permanents. Nous avons donc certains pays qui, de toute façon, seront invités. Une question que je voudrais vous poser à tous. Lorsque nous discutons du G20, il faut se souvenir qu'il y a toujours 2 G20 en réalité. Il y a la réunion des dirigeants, ce dont nous parlons essentiellement, mais il y a aussi le G20 des ministres des Finances. Il y a les chefs d'État et c'est vrai que la réunion des chefs d'État et de gouvernement est issue en quelque sorte de la réunion des ministres des Finances. Et donc il y a un lien étroit entre les deux. Donc là, il y a 2 questions. Pensez-vous que la réunion des dirigeants, des chefs d'État et de gouvernement du G20 reste très liée à la réunion des ministres des Finances, ou est-ce que cette réunion également se prend ses distances, et est-ce que les ministres des Affaires étrangères n'y jouent pas également un rôle très important? Et la deuxième question, qui est peut-être un peu provocatrice, les ministres des Finances du G20 se rencontrent et sur une base un petit peu différente, ils se rencontrent également sous forme du Comité international monétaire et financier. Donc, dans le cadre du FMI, il y a une réunion d'une vingtaine, 24 environ ministres des Finances qui sont pour beaucoup des ministres des Finances du G20 avec quelques autres. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine logique qui dirait nous gardons le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 comme à Séoul, comme au Mexique, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un G20 des ministres des Finances séparés et le comité monétaire et financier du FMI, ou est-ce qu'on pourrait avoir à l'avenir un scénario où il y aurait une fusion de ces 2 réunions des ministres des Finances? Donc, avez-vous des commentaires sur ces questions? Oui, je ne répondrai pas à la dernière question parce que je ne veux pas que mon ministre des Finances soit fâché avec moi. Mais pour la deuxième question, c'était très clair. Nous l'avons dit, le G20, ça n'est pas seulement le sommet, l'événement en tant que tel, c'est un processus. Pour que ce sommet ait lieu, il y a tout un travail de préparation qui a lieu. Il y a la réunion des Sherpas, il y a la réunion des ministres des Finances, parce que pour le processus d'évaluation mutuelle qui doit avoir lieu régulièrement, ceci ne peut pas être fait au sommet, ceci doit être fait au cours de l'année. Il y a des questions techniques qui doivent être discutées dans diverses enceintes avant le sommet. Donc le sommet, c'est un endroit où l'on va lancer le message politique pour le processus, pour définir ce qui va se passer au cours de l'année qui vient. Mais je pense que les chefs d'État et de gouvernement doivent se rencontrer, où que ce soit. Et les ministres des Finances, ce sont quand même ceux qui nous donnent les lignes directrices. Et ils doivent se pencher, les chefs d'État et de gouvernement doivent se pencher sur des questions économiques et financières, mais également sur d'autres questions. Il y a eu des questions de commerce, par exemple, où les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas pu donner tout le soutien nécessaire. Et c'est là que nous devons faire un travail de préparation pour que les chefs d'État et de gouvernement puissent ensuite nous donner les instructions et les décisions nécessaires. Il y a eu pour l'instant une réunion des ministres des Affaires étrangères. Je pense en effet que ceci pourra se reproduire à l'avenir, car le G20 peut avoir à prendre des décisions autres que économiques et financières. Et la question de la gouvernance se
pose, bien entendu. Et la grande question, c'est de savoir pourquoi le G20 peut-il prendre des décisions sur des questions importantes sans inclure d'autres États qui y sont extérieurs. Ceci donne lieu à certaines réticences de certains pays. Donc, je pense que nous avons ici beaucoup de matière à discussion pour les ministres lors du prochain sommet. Le Premier ministre Cameron a présenté un rapport extrêmement complet sur beaucoup de ces questions que nous devons continuer à discuter. Mais j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un processus en pleine évolution. Le G20 doit tirer les leçons de ses propres erreurs et des erreurs passées des autres, et nous ne pouvons pas avoir une définition statique de nos activités pour l'instant. Merci beaucoup. Dr. Isakong, any thoughts on the IMFC versus G20 finance? Okay. I think the Kamal just Eh bien, je pense que la question qui vient d'être posée, cette question de clarification, lorsque nous parlons du G20, à mon sens, c'est un sommet. Nous parlons du sommet du G20. Dans le cadre d'une crise mondiale, les dirigeants ont décidé de se retrouver, de se rencontrer. Ils n'ont pas dit 14 ou 15, ils ont dit 20, parce qu'il y avait déjà cette réunion des ministres des Finances qui avait lieu. Et vous savez qu'il y a toutes sortes d'histoires qui sont racontées, mais c'est comme ça que ça a donné le G20. Donc, les dirigeants ont décidé d'avoir un sommet du G20. Et c'est tout à fait évident et logique d'avoir une réunion des ministres des Finances du G20 pour soutenir ce sommet des chefs d'État et de gouvernement. Donc, nous avons un sommet du G20 avec une réunion des ministres des Finances du G20 pour soutenir ce sommet. Et nous avons la réunion des Sherpas, etc. Donc tout ça, ça fait partie intégrante du sommet du G20. C'est pas séparé. Et si les ministres des Finances du G20 se rencontrent, c'est pour soutenir les chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils puissent prendre leurs décisions stratégiques lors du sommet. Et généralement, lorsqu'on parle d'un sommet, un tel sommet, généralement, est tenu en liaison à un sommet économique, un sommet des entreprises et des affaires. Généralement, c'est quelque chose qui se tient en même temps que le sommet politique. C'est ce qui a eu lieu en Corée. Il y a eu donc une rencontre des dirigeants de l'économie, de l'entreprise, mais ça n'est pas séparé du sommet politique. C'est dans le cadre d'un processus d'ensemble du sommet du G20. Et certaines des recommandations ont trouvé leur reflet dans le communiqué d'ensemble du sommet. Donc, nous avons la réunion des ministres des Finances, nous avons le sommet des entreprises, nous avons la réunion des représentants personnels, nous avons la réunion des Sherpas, et ensuite, nous avons le sommet des dirigeants. Et c'est ainsi qu'une fois que le G20 aura pu s'établir comme comité de pilotage qui fonctionne, on voudra peut-être également inclure une réunion des ministres du Travail ou une réunion d'autres ministres des Affaires sociales, etc., pour différentes questions qui se poseront. Mais ça ne sera pas simplement une réunion ministérielle. Ce qui est important, c'est le processus. Il faut qu'il y ait un travail permanent de préparation qui soit fait et ensuite ça débouche sur la décision de la réunion des ministres et ensuite ceci est soumis au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui alors prennent la décision. Et voilà comment se présente pour moi le lien entre la réunion des ministres des Finances et le sommet du G20. Il y a déjà eu des discussions également sur l'autre question.
entre les différentes institutions financières et le G20. Je pense qu'il y a entre le comité monétaire et financier du FMI et le G20 une relation qui doit continuer à être explorée. C'est un processus assez complexe pour l'instant. Bien, en tant qu'animateur des débats dans cette conférence, je dois faire un petit peu pression sur vous. Je pense que le G20 a été un grand pas en avant pour l'économie mondiale, comme vous l'avez tous dit, car cela fait entrer dans le jeu les marchés émergents. Ça reflète les changements qui ont eu lieu dans le monde. Nous avons des réunions, car auparavant, il y avait des réunions de l'économie mondiale sans le Mexique, sans le Brésil, sans la Chine, sans la Turquie, ça n'avait plus de sens. Mais dans un autre sens, et ça fait partie de la discussion, qu'est-ce que nous disons à l'Égypte, qui est un pays très important, peut-être même encore plus grand que beaucoup de pays du G20. Qu'est-ce que nous disons à la Colombie? Je sais que mes amis colombiens sont des bons amis du Mexique et de l'Argentine, mais ils pensent que eux aussi sont un pays important qui ne devrait pas être exclu. Qu'est-ce qu'on dit au Nigeria, un grand pays africain qui ne fait pas partie du G20? Donc ça, c'est le genre de critique auquel on peut être confronté. Je crois que le lien avec le FMI rend les choses un petit peu plus faciles parce que tout le monde est membre du FMI. Mais qu'est-ce qu'on dit au Nigeria, à l'Égypte, à la Colombie?